Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va se plonger dans une période de 20 ans qui a littéralement redessiné la carte politique et psychologique du Moyen-Orient. De 1950 à 1970, la région a été secouée par des révolutions, des guerres, des bouleversements idéologiques, et les échos de cette période résonnent encore très fort dans l'actualité. Alors, pour bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui, la question qu'on doit se poser, c'est comment ces lignes de faille se sont-elles formées? L'histoire démarre dans une région qui est une véritable poudrière. Donc début des années 50. Faut vraiment s'imaginer le Moyen-Orient comme une cocotte minute sur le point d'exploser. La région est en pleine ébullition. Il y a un rejet viscéral de la domination coloniale qui persiste et en même temps, des crises internes très très profondes. L'ambiance était électrique, et ça, pour plusieurs raisons. D'abord, un rejet massif des traités qui maintenaient une forte présence militaire britannique, notamment autour du canal de Suez. Ensuite, les peuples voulaient reprendre le contrôle de leurs richesses et surtout du pétrole. Et puis il y avait le traumatisme encore frais de la défaite de 1948 face à Israël, des monarchies jugées totalement corrompues, et bien sûr, l'attrait grandissant pour de nouvelles idéologies révolutionnaires. Et au-delà de cette question nationale, il y avait une vraie bombe sociale qui était en train de s'amorcer. Prenez l'Égypte par exemple, le chiffre est juste hallucinant. Un tiers des terres agricoles appartenaient à une toute petite élite, à peine 0,5% des propriétaires. Pendant ce temps, l'immense majorité des paysans n'avaient rien. C'était un terreau parfait pour une révolution. Bon, cette situation explosive, elle va donner des résultats complètement différents dans deux pays clés. On va voir ça tout de suite, l'Iran et l'Égypte, avec deux figures emblématiques au parcours radicalement opposé. D'abord, l'Iran. Et là, on a un personnage fascinant, Mohammad Mossadegh. Bien qu'il soit issu de l'aristocratie, il est immensément populaire et il va faire un geste incroyablement audacieux. Il nationalise le pétrole. C'était un défi direct à des décennies de domination économique étrangère et ça fait de lui un héros, pas seulement en Iran, mais dans toute la région. Mais voilà, son expérience démocratique, elle va être stoppée net. En 1953, une opération secrète menée par la CIA et les services britanniques le renverse et remet en place une monarchie autoritaire. Cet événement va laisser une cicatrice terrible, un sentiment de méfiance profond envers l'Occident qui, d'une certaine manière, n'a jamais vraiment disparu. Et là, le contraste entre les deux hommes est saisissant. D'un côté, on a Mossadegh, un civil, arrivé au pouvoir de manière légale, mais renversé par une intervention étrangère. Et de l'autre, en Égypte, on a un officier militaire, Gamal Abdel Nasser, qui lui va réussir là où Mossadegh a échoué, en prenant le pouvoir par la force et en défiant ces mêmes puissances occidentales. Et Nasser, lui, il n'a pas perdu une seconde. Le coup d'État de 1952 est tout de suite suivi d'une réforme agraire radicale qui pulvérise le pouvoir de l'ancienne élite terrienne. En moins de 2 ans, tous les partis politiques sont dissous, toute opposition est écrasée. C'est la mise en place d'un régime militaire révolutionnaire avec Nasser comme seul maître à bord. Sauf que le succès de Nasser, il ne va pas rester confiné à l'Égypte, loin de là. Il va lancer une idée, une idéologie tellement puissante qu'elle va littéralement couper le Moyen-Orient en deux camps ennemis. Alors, cette fameuse idée, c'est le panarabisme. C'est quoi, au juste? Eh bien, c'est la conviction que tous les peuples arabes ne forment en fait qu'une seule et même nation. Et dans la version de Nasser, ce n'est pas juste une idée culturelle, c'est un projet politique révolutionnaire, républicain et anti-impérialiste. Et ce projet, il va connaître son heure de gloire avec la crise de Suez en 1956. C'est un moment absolument charnière. En nationalisant le canal, Nasser défie directement la France et la Grande-Bretagne, qui s'allient à Israël pour envahir l'Égypte. Militairement, c'est une défaite pour l'Égypte, mais politiquement, c'est une victoire monumentale. Les États-Unis et l'URSS forcent les envahisseurs à se retirer. C'est une humiliation pour les anciennes puissances coloniales, et Nasser, lui, devient une icône dans tout le monde arabe. Cette victoire politique de Nasser va avoir un effet boomerang sur toute la région. Elle va la polariser à un point tel que les historiens parlent de la guerre froide arabe. Attention, ce n'est pas une guerre directe avec des armées qui s'affrontent, mais une lutte acharnée d'influence, d'idéologie et d'alliance. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la région se fracture en deux camps bien distincts. D'un côté, le bloc progressiste, républicain, mené par l'Égypte de Nasser et soutenu par l'Union soviétique, et de l'autre, le bloc conservateur, les monarchies comme l'Arabie saoudite ou la Jordanie, qui sont alignées sur les États-Unis. La guerre froide mondiale venait de trouver son propre champ de bataille au Moyen-Orient. Toutes ces tensions qui couvent, la guerre froide arabe, le conflit toujours pas résolu avec Israël, eh bien, tout ça est sur le point d'exploser. Et ça va donner une guerre qui va absolument tout changer.
Un des éléments qui met de l'huile sur le feu, c'est l'activité de plus en plus intense des combattants palestiniens, qu'on appelle les fédayins, ce qui veut dire ceux qui se sacrifient. Leurs raids en Israël depuis les pays voisins maintiennent les frontières dans un état de tension permanent. Et en mai 1967, tout s'accélère. C'est une véritable escalade, en quelques semaines à peine. Nasser masse son armée dans le Sinaï, il expulse les casques bleus de l'ONU, puis il bloque le détroit de Tiran, ce qui est une artère vitale pour Israël. Le monde arabe s'enflamme et se range derrière lui. La guerre semble inévitable. Le 5 juin, Israël frappe en premier. Une attaque aérienne préventive d'une efficacité redoutable. Et en à peine 6 jours, c'est l'une des victoires militaires les plus foudroyantes de l'histoire moderne. Le rapport de force dans la région est complètement bouleversé. Les conséquences sont sismiques. Pour les pays arabes, c'est une défaite totale et humiliante. Israël contrôle maintenant des territoires immenses. Le Sinaï, Gaza, la Cisjordanie, Jérusalem-Est, le Golan, et des centaines de milliers de Palestiniens se retrouvent sous occupation ou sont de nouveau jetés sur les routes de l'exil. Pour le monde arabe, cet événement, connu sous le nom de Naksa, le revers, est un traumatisme absolu qui crée les conflits territoriaux qui perdurent encore aujourd'hui. Mais cette guerre de 1967, elle ne termine rien. Au contraire, elle ouvre une nouvelle ère encore plus instable qui va définir les décennies suivantes. La toute première réaction du monde arabe, c'est le rejet. Un rejet total et catégorique. Au sommet de Khartoum, les dirigeants adoptent la résolution des 3 non. Pas de paix avec Israël, pas de reconnaissance d'Israël, pas de négociation avec Israël. De son côté, la communauté internationale, elle, essaie de trouver une sortie de crise. C'est la fameuse résolution 242 de l'ONU. Le principe est simple, mais il va devenir central, la terre contre la paix. En clair, un retrait israélien des territoires capturés en échange de la paix et de la sécurité. Ce principe deviendra la pierre angulaire de toute la diplomatie dans la région. Mais le plus grand changement, il a lieu au sein même du mouvement palestinien. La défaite écrasante des armées arabes a prouvé une chose. Les Palestiniens ne peuvent plus compter que sur eux-mêmes pour leur libération. C'est à ce moment-là que des groupes de résistance armée, comme le Fatah de Yasser Arafat, prennent le contrôle de l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP, et la transforment en une force révolutionnaire totalement autonome. Et voilà comment, à la fin des années 60, tout le décor est planté pour les décennies de conflits à venir. Une nouvelle carte, de nouvelles réalités sur le terrain et une nouvelle génération de révolutionnaires. La défaite du panarabisme a laissé un immense vide idéologique, qui sera vite comblé par le nationalisme palestinien et, un peu plus tard, par l'islamisme politique. Cette crise de 20 ans n'a pas seulement redessiné des frontières, elle a forgé un nouveau Moyen-Orient dont les fractures continuent, aujourd'hui encore, de façonner notre monde.